Real Talk, épisode 18 de la saison. On se retrouve aujourd'hui avec plaisir avec mes amis Thomas de Chronique Foot et Alexandre Foot pour un nouvel épisode, un nouveau débrief de la semaine du Real Madrid et quelle a été mouvementée, n'est-ce pas, particulièrement pour toi même, j'ai envie de dire, Thomas. Eh oui, j'ai vécu beaucoup d'émotions du côté de Madrid. Là, je suis rentré dans ma bourgade à Bordeaux. Mais ouais, c'était ouf. C'était ouf. Ville extraordinaire. Il y a beaucoup de choses à dire. 18e épisode déjà. Mine de rien, on avance. Alex, comment ça va? Bah écoute, ça va. Très content de la semaine, sportivement pour nous. Blasé par rapport à ce qui s'est passé hier avec l'Atlético. Mais quand on regarde juste notre performance à nous, je me dis, il y a du mieux. Il y a des choses à améliorer, mais très content. Globalement. Bon, au programme aujourd'hui, on va parler, évidemment, revenir sur l'épisode Liga du week-end avec la victoire face à Villarreal. Et puis le petit match hier entre l'Atlético et le Barça. On parlera de Kylian Mbappé qui, mine de rien, dans une saison qu'on a pas mal critiquée, fait des stats assez impressionnantes. On parlera aussi d'Arda Güler. Est-ce qu'il y a un peu d'inquiétude par rapport à son cas parce que ces dernières semaines sont quand même compliquées pour le jeune Turc. Et puis un petit mot évidemment sur la Ligue des Champions entre la qualif face à l'Atlético de Madrid et ceux qui nous attendent, c'est-à-dire Arsenal, les Gunners en quart de finale de la Ligue des Champions. Commençons par le plus frais dans l'actualité, ce match face à Villarreal. Alex, tu retiens quoi en gros de cette victoire face à Villarreal? Franchement, je vais retenir que les 3 points. Le doublé d'Mbappé et le fait que les joueurs se soient battus malgré la fatigue. Et vraiment, les 90 minutes là, franchement, j'avais l'impression que si on jouait, je sais pas, 10-15 minutes de plus, on allait se prendre des buts, on allait vraiment souffrir de ouf. Déjà qu'on était en train de tirer la langue. Je crois que j'ai jamais vu dans la saison Kylian, Jude et même les joueurs les plus vaillants physiquement autant tirer la langue à la fin du match. Franchement, ils m'ont fait limite de la peine, mais je me dis qu'ils sont bien battus. Tu gagnes sur un terrain où tu n'as pas gagné depuis 2017, à part en Copa del Rey. Franchement, j'étais fier d'eux. Pas de la qualité technique, parce que la fatigue, pour moi, n'excuse pas le fait que tu n'enchaînes pas 3 passes de suite. Ça, par contre, c'était hyper énervant. Les joueurs qui conservent la balle, qui, au lieu de la donner simplement, veulent la conserver, ils l'ont perdue à chaque fois. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes à apprécier la performance, encore une fois. Mais par contre, physiquement, l'équipe a tout donné. Et je suis content qu'on ait été létal avec un Kylian qui s'est montré comme un leader. Finalement, le joueur qui doit être quand l'équipe va mal. Donc franchement, sur ça, il y a quand même des bonnes choses à dire. Et de Camavinga aussi, qui était très bon. Mais moi, j'ai pas vu le match en direct, donc je l'ai vu après. Il y a des images qui m'ont quand même choqué. C'était évidemment Jude Bellingham qui était KO sur la pelouse, vraiment fatigué. Et quand je vois la débauche d'énergie que ce type a eu contre l'Atlético, parce qu'en fait, quand tu es au stade, tu vois des choses que tu ne vois pas à la télé, et en fait, il était vraiment impressionnant, il courait absolument partout, et les gars ont eu moins de 72 heures de repos, donc j'ai même pas envie de leur tomber dessus sur la manière contre Villarreal, parce que comme tu l'as très bien dit Alex, c'est un endroit où on ne gagne que très rarement. 2017, ça remonte, donc aller prendre les 3 points là-bas, c'est déjà très très bien. Mais on a vu beaucoup de joueurs fatigués. J'ai vu Tchouaméni sur le sol, j'ai vu Mbappé les mains sur les genoux, Jude Bellingham qui était allongé par terre. Je pense que, comme tu l'as dit, il y aurait un quart d'heure de plus, les joueurs pouvaient totalement sombrer physiquement et encaisser des buts. Donc là, on est à un point de rupture. Il va falloir vraiment qu'ils fassent gaffe. Et je pense que la trêve, elle tombe bien. Ça va peut-être reposer certains organismes, en espérant qu'ils ne se blessent pas avec la sélection. Oui, parce qu'il y a énormément de joueurs du Real qui partent, durant cette trêve. Je crois qu'il reste que 2-3 joueurs parmi les joueurs utilisés par Carlo Ancelotti, Lucas Vazquez et un autre joueur, je sais plus qui. Enfin bref, tu as 4-5 bonhommes qui restent en gros, mais tout le reste, ils partent pour disputer des matchs. Et en plus, certains vont loin, notamment les Sud-Américains. Enfin bref. Non, mais moi, je trouve de toute façon que je suis d'accord avec vous sur le fait que on ne pouvait pas exiger beaucoup de cette équipe du Real Madrid dans ce match-là, dans ce contexte-là. Évidemment que le match a été compliqué parce que Villarreal, ils ont eu beaucoup de situations. Le Real a eu très peu de situations, mais on a été très efficace, notamment grâce à Kylian Mbappé, dont on reparlera sans doute un peu plus après dans le détail. Et voilà, il y a le contexte qui est hyper défavorable pour le coup au Real Madrid, avec, comme tu l'as montré tout à l'heure sur ce qui avait été évoqué par Marca, cette programmation de la Liga qui, on va pas se mentir, elle est honteuse. Elle est honteuse parce... Vas-y, Alex, vas-y. Non, t'inquiète, je te laisse. Ouais, elle est honteuse parce que à un moment, tu dois aussi favoriser les clubs espagnols aussi pour la Coupe d'Europe. Le Real Madrid est un club majeur d'Espagne, si ce n'est le plus grand avec le Barça, et tu dois aussi programmer pour que tes clubs puissent aller loin. Et là, tu as l'impression que c'est contre-productif. Moi, ce que j'ai aimé, par contre, c'est la sortie de Carlo, qui a rarement s'est exprimé avec autant de
comment dire, pas d'agressivité, mais d'assurance pour dire c'est terminé, la prochaine fois on ne viendra pas. On ne viendra pas parce qu'à un moment ça en découle que tu peux avoir des conséquences sur la santé des joueurs, des trucs peut-être graves, tu vois. Parce que là, on avait dit, je crois que c'était plus de 70 matchs possiblement cette saison. Là, les joueurs en sont déjà à plus de 20 ou 25 matchs en 2025. C'est énorme. C'est énorme. Quand tu compares Villarreal n'a joué que 8 matchs depuis janvier. Nous, 8 matchs, c'est ce qu'on a fait rien qu'au mois de janvier. Nous, on a 22. On a 22. C'est ça. Depuis janvier. C'est une dinguerie quand même. C'est... Ouais, puis encore plus que tu aies que 3-4 jours pour préparer un match. Bon, on sait, ça fait partie du calendrier fou. Là, c'est même pas 72 heures. Tu n'as même pas 3 jours complets de repos avant d'être de nouveau sur le terrain. Au total, ça fait quoi? C'est 316 minutes de jeu, c'est écrit là sur Marca en moins de 72 heures. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais c'est complètement dingue en sachant que le match de ce week-end, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 22e depuis le 3 janvier. Après, le problème, c'est que autant, moi je suis d'accord avec le truc, en plus il y a des déplacements, donc tu as le temps où tu vas rentrer à Madrid, tu prépares le match, tu as à peine le temps de faire des exercices, tu as la mise au vert aussi pour que les joueurs ils puissent quand même un petit peu récupérer avec leur famille et tout. Et après, tu dois repartir en déplacement. C'est hyper dur. Les joueurs ont fait 120 minutes, 90 minutes ici. Mais après, il ne faut pas oublier quand même que malheureusement, à cause des blessures et les choix de Carlo, tu as des joueurs qui sont plus que cramés. Et là, aujourd'hui, je pense que le Real doit vraiment, au bout d'un moment, surtout avec les nouvelles compétitions, etc., prendre note et pour que cet été, on ait un mercato un peu ambitieux et qu'on puisse vraiment doubler, tripler les postes. Parce que tu arrives aujourd'hui où même si Carlo utilise les 11, 12, 13, 14 mêmes joueurs, voire 15 mêmes joueurs, il faut au bout d'un moment avoir cette concurrence, il faut faire tourner. Et je trouve qu'on n'a pas fait assez tourner depuis le début de saison, sauf quand c'était forcé. Mais le problème, c'est qu'on finit par le payer. Là, le Barça, hier, quand je les vois enchaîner, alors certes, contre Benfica, ils n'ont pas tout donné comme nous, on a donné contre l'Atlético, mais quand tu vois qu'eux, ils peuvent faire tourner sans perdre de qualité de jeu et en plus avoir des bons résultats, faut en prendre de la graine aussi, quoi. Et l'Atlético, ils ont donné aussi tout ce qu'ils avaient avec des joueurs peut-être plus préparés, plus physiques, mais nous, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, je pense, au-delà de tout ça. Ouais, peut-être que le mercato n'a pas été assez travaillé en ce sens-là. Peut-être que Carlo ne fait pas confiance à tout le monde aussi, hein, parce qu'il y a des moments où il peut aussi faire tourner. Il ne l'a pas forcément toujours fait. J'ai vu ce matin, c'est Modric qui est le joueur avec le plus de matchs, 51 depuis le début de la saison. Il est passé devant Valverde. Alors Valverde a plus de minutes, mais Modric a plus de matchs. On parle d'un joueur qui a quand même bientôt 40 ans, 51 matchs. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'un joueur de cet âge-là joue autant, quoi. Donc c'est assez fou. Mais par ailleurs, vous y croyez ou pas justement à cette déclaration là que tu relevais, Thomas, de Carlo Ancelotti Bon, c'est pas une déclaration qui sort de nulle part, hein, c'est parce qu'il a évidemment eu aussi ce son de cloche en interne, mais que le Real Madrid, si demain on leur programme un match où il n'y a pas 72 heures de repos entre les deux matchs. Ouais, je pense, parce que t'as pas les droits télé. Ils perdent les droits télé dans l'histoire. Quel est le meilleur moyen de faire pression aux droits télé? C'est de pas jouer. Hein. Toucher au portefeuille. Toucher au portefeuille, à l'argent. Donc moi, je me dis que c'est possible. Et je pense que Pérez, s'il voit que la Liga, bon, on est un peu en retard et tout, il peut dire, bon, écoutez les gars, on va sacrifier la Liga pour montrer qu'on est le club qui va initier la révolution. J'ai vu que la Sociedad veut suivre. Enfin, en tout cas, l'entraîneur a dit que il était d'accord avec les déclarations d'Ancelotti, que la Sociedad jouait aussi beaucoup trop. Donc, il faut un exemple, et cet exemple ne peut partir que du Real Madrid ou du Barça, mais j'ai l'impression que le Barça, ils sont pas dans cette dynamique-là. Donc si le Real à un moment dit stop, on joue trop, on joue que pour les droits TV, tout ça, bah, peut-être que ça va déclencher quelque chose. Bah, de toute façon, si quelqu'un montre l'exemple, c'est toujours le Real. De toute façon, on dit toujours que le Real et la Liga, ils sont pactes et tout, mais quand tu vois qu'il y a un problème avec l'époque, avec le CVC, qui c'est qui était contre ça? C'était le Real. Contre les arbitres, c'est le Real. Contre ça, c'est le Real. À chaque fois, c'est le Real qui est contre la Liga, Tebas et toute la ligue. Mais à chaque fois, on dit son cul et chemise, parce que c'est pas du tout le cas. Mais aujourd'hui, je pense que le Barça, si ça devait rentrer en conflit, il suivrait. En plus, là, il y a l'affaire avec le match contre Sasuna qui a été placé au 27 mars, où les deux équipes, apparemment, elles veulent refuser ça. Parce que ça empêcherait Rafinha et Araujo de revenir de sélection. Et en plus, le Barça, juste après, je crois, 3 jours après, même pas, ils enchaînent contre Gérone, je crois. Et après, derrière, tu as l'Atlético. Donc, il y a pas encore le Barça, tu vois, qui a des problèmes aussi avec la Liga. Donc, au final, je pense que là, le calendrier, autant que les décisions, ils vont commencer à énerver les gros. Et quand les deux gros, ils vont s'énerver, il y a tout le monde qui va suivre. Parce que Pellegrini du Betis, je crois qu'il était allé contre Carlo, lui, l'autre jour, si je dis pas de bêtises. En disant que Carlo, il n'avait pas son mot à dire là-dedans, etc., quoi. Donc c'était un peu bizarre que. De toute façon, ça sera pas, il y aura pas une unité parfaite. Hein.
Non, c'est Il y sûr. aura des entraîneurs qui vont défendre peut-être le Real, mais au début, tu n'oses pas t'attaquer à une entité telle que la Liga. Donc, il y a beaucoup de clubs qui vont être frileux pour pas avoir de problème justement avec eux. Mais bon, quand tu as le Real qui attaque, je me dis que ça peut aussi encourager des petites équipes à se révolter. Alors que sans le Real, les petites équipes, elles y vont jamais. Totalement. Non, mais de toute façon, le calendrier est beaucoup trop tendu. De toute façon, regardez le Valence Real Madrid. On l'avait casé le 3 janvier, donc c'est-à-dire qu'on avait même pas, mais à peine, les joueurs avaient à peine eu une semaine, 10 jours de repos, de vacances sur Noël. Ouais, mais tu recrutes pas pendant l'hiver, tu vois aussi. Tu aurais pu prendre 2 joueurs, même si c'était des prêts, mais des joueurs pour étoffer ton effectif. Tu l'as pas fait non plus. Donc Pérez, il est aussi responsable de la gestion de cet effectif-là. Bien sûr que l'effectif du Real est pas assez complet, là-dessus on est d'accord. Ce que je voulais dire surtout, c'est que dès que du coup tu as un problème pour X ou Y raison dans un calendrier où tu as un match qui est reporté, derrière pour recaler le match, c'est hyper compliqué. Ah ben oui, t'as plus de place. T'as plus de place. Donc là, le Barça se retrouve un peu dans la même situation à laquelle le Real était confronté, c'est-à-dire que t'as pas de place, donc ils vont forcément le placer à un moment donné où ça va être gênant pour les deux équipes. Tu sais ce qui va se passer? Enfin, je sais pas si ça va se passer ou pas, mais si le Barça et le Real décident de ne plus jouer parce qu'il y a trop de matchs, la Liga se casse la gueule, puisque l'audience, c'est comme en France, hein, c'est les gros qui drive l'audience. Donc si un jour le Barça, Laporta et Pérez se mettent d'accord et disent on doit faire quelque chose contre le calendrier, et qu'ils se mettent tous les deux d'accord, ça va faire mal à la Liga. De toute façon, le Barça, il en doit vu, non? Parce que Pérez, il avait sauvé le cas Olmo. Oui, il a sauvé le cas Olmo, ouais, complètement. Mais ils le feront pas. Mais ils le feront pas parce que après il y a aussi un double discours même au sein du Real, c'est-à-dire que plus de matchs, c'est aussi plus de pognon qui rentre dans les caisses. Hein. Ouais, c'est ça. Très bon exemple, la Coupe du Monde des clubs, là où ça te fait une compétition supplémentaire. Ouais, mais la différence, c'est que tous les revenus vont au club. Là où l'UEFA se gave. Là, chaque club va toucher 100 millions d'euros, je crois, un truc comme ça. Donc là, ok, les clubs, ils y vont, tu vois, ils sont contents d'y aller. Ça rend flou les caisses. Mais le problème, c'est que avec la Champions, et c'est pour ça que les clubs se révoltent vis-à-vis de la Champions, c'est que ce sont les clubs et les joueurs qui font le spectacle, et c'est l'UEFA qui prend tout le pognon. C'est ça, en fait, l'origine de la Super League aussi. C'est vrai, c'est vrai. De toute façon, il n'y a qu'une équipe qui ne peut pas se plaindre du calendrier. Bientôt, c'est l'Atlético Madrid. Vu qu'ils n'ont plus rien à jouer, ils pourront mettre les matchs où ils veulent bientôt. Non, mais c'est vrai qu'ils ont, petite parenthèse, club de losers. Déjà, ils n'ont pas de bol parce que Alvarez, qu'on se le dise, ça reste sévère comme décision. Ça tombe sur le Real, on devient fou. Et donc, ils n'ont pas de bol. Et après, ils ont cette âme de loser. C'est-à-dire qu'au moment où ils gagnent 2-0, ils s'effondrent, les mecs. Dans la semaine la plus décisive de la saison. Donc, c'est quand même dommage d'avoir. En fait, c'est un contraste de caractère parce que tu les vois sur le terrain, ils ont quand même une grinta et tout, mais en fait, ils sont pas capables d'aller au bout. Et t'as beau avoir un Real Barça pas au top, égratigné, ils n'arrivent pas à les achever, quoi. Et c'est ouais, comme tu dis, c'est mentalité de loser. Après, eux, ils font des mercatos de fou. Ils ont un coach qui est le mieux payé du monde, qui est là depuis 10-15 ans, j'en sais plus. Depuis combien de temps? Depuis 2013, donc 12 ans. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Et après, ils se plaignent, mais au final, ils ne prouvent pas sur le terrain, tu vois. Bon, est-ce qu'on parlerait pas un peu de Mbappé quand même, qui vient de nous marquer un doublé quand même décisif dans cette partie qui a été important pour le Real Madrid en Liga, qui commence à souffler quand même derrière la nuque de Lewandowski. Bon, Lewandowski, il a marqué un super but. Ouais, il a marqué un but, mais bon, il est à 22 là, ouais. Mais Mbappé, il a 2 d'écart, ouais. Vous y croyez au Pichichi oui, oui. Ouais, parce que je crois que Mbappé, il est sur 5 saisons consécutives où il est meilleur buteur de Ligue 1. Donc il pourrait enchaîner une 6e fois. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'un joueur soit comme ça 6 fois meilleur buteur d'affilée d'un championnat. Je sais pas. Mais en tout cas, il me semble que Lewandowski, il avait beaucoup marqué sur la première partie de saison et je crois qu'il a marqué. Alors je dis que parce que ça reste énorme. Hein, je crois qu'il a marqué 8 buts sur les 19 derniers matchs, un truc comme ça. Donc tu vois, il a quand même. Enfin, ouais, c'est un truc comme ça. Je crois que j'avais vu le ratio. Donc là, il est vraiment en perte de vitesse. Là où Kylian, lui, augmente. Ils ont un nombre de pénaltys similaire. Ils ont 2 buts d'écart maintenant parce qu'il a 22 buts, je crois, Lewandowski. Oui. C'est 22. Oui. Et donc, du coup, ça fait qu'aujourd'hui, je pense que Kylian, en vrai, même dans un match où le Real n'est pas bon, il arrive à en planter 2. Je pense qu'il y a moyen. En plus, hein. Il est beau le deuxième. Hein. Franchement, moi, je ne pensais pas qu'il allait marquer comme ça. Mais il a une prise d'initiative. Je sais pas, il a un placement. Et c'est marrant parce que son placement en tant que playmaker, il est catastrophique. Mais son placement en termes de numéro 9, il s'affine. Mais il reste quasiment jamais à ce rôle-là. Et les 2 buts qu'il a marqués, mine de rien, c'est toujours en étant bien placé, tel un renard qui chope le rebond, qui chope la balle. Et c'est dommage. Mais moi, je pense que là, dans les 10 dernières journées, oui, il va passer devant. Lewandowski, il est en perte de vitesse totale, même s'il sort des buts
d'anthologie à la Van Basten comme hier, quoi. Mais bon. Ouais, je pense que Mbappé, pareil, peut terminer Pichichi. Après, moi, ça m'importe peu quand même, hein. Je préférerais qu'on gagne la Liga plutôt que le trophée de Pichichi. Pour moi, c'est du bonus. Mais je suis quand même plutôt très satisfait de l'évolution de Mbappé. Alors, et bien sûr, il y a des trucs à corriger, la relation avec Vinicius, etc. Mais de ce que j'ai vu à l'Atlético, je trouve qu'il y a des choses pas mal. Il va voir les arbitres, il parle aux arbitres, il se met à tacler. Il y a des trucs qui vont mieux. Alors, tu as l'impression qu'il se préserve pour certains matchs. Normal, le gars peut pas être à fond tout le temps. J'aimerais le voir se déchirer un peu plus comme Jude Bellingham de façon très régulière, mais il y a quand même de l'amélioration dans le comportement de Mbappé. Après, ouais, bah, on en parlera après. Il y a eu une petite polémique avec lui et Arda, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, moi, je trouve qu'en ce moment, son envie de gagner, elle est quand même contagieuse. Après, le fait que tu vois là, tu mets sur la slide, il est déjà à 31 buts, il a 2 buts de Cristiano sa première saison. Alors, il a joué beaucoup plus de matchs, donc ça veut rien dire. Et même lui, il a pris la parole sur ça quand on lui a posé la question. Mais c'est vrai que c'est la pire saison de Ronaldo, surtout au Real. Hein. Ronaldo n'a jamais marqué aussi peu de buts au Real Madrid. Après, ça tourne à 60 buts par saison, et c'est pas la ouais, même. parce qu'ils n'étaient pas allés loin en Ligue des Champions, ils n'étaient pas allés loin en Copa del Rey, ça avait beaucoup joué. Puis il avait été blessé 3 mois, lui, 2 mois, un truc comme ça. C'est vrai que Kylian, malgré quelques petites absences et un énorme trou d'air, il est quand même à 31 buts. Donc je me dis, tu vois, cette année, pour commencer, il va finir recordman sur une saison largement. Ça, mais après, maintenant, comme tu dis, il vaut mieux quand même que ces buts servent à ramener des trophées que nous faire miroiter qu'on est encore en course et qu'au final, on se retrouve perdant, quoi. Mais il va falloir qu'il se réveille dans les matchs les plus importants, c'est-à-dire là où on est mené, là où on souffre, au-delà de Villarreal, mais surtout en Ligue des Champions et contre le Barça. Et c'est là où il faut qu'on l'attend. J'avais entendu que Mbappé visait les 50 buts en début de saison. Bah, il va pas être très loin, je pense. Hein. Honnêtement, il va pas être très loin. Il y a un monde. Bah, il traite encore entre, selon où tu vas avec des champions, il traite encore 20-25 matchs. Hein, ouais. 10 saisons comme ça, il bat le record de Ronaldo. Alors, je sais pas s'il en fera 10 des saisons au Real, puisqu'à un moment, il va quand même décliner. Et puis, il n'a pas le jeu de tête, etc. Mais s'il y a bien un joueur qui peut peut-être titiller ce record-là, c'est peut-être lui, hein, en termes de finition. Mais j'ai du mal à y croire. Hein. Je pense pas qu'il ira le chercher. En tout cas, mais le top 3, c'est pas impossible hein, s'il reste encore au Real. Tant qu'il peaufine encore sa relation avec Jude et surtout avec Rodrigo, qui est très bonne en ce moment, la relation et les deux se trouvent, ils se comprennent. Il y a des, comment on appelle ça, des placements où ils sont complémentaires. Ça se marche pas beaucoup dessus, mais c'est vrai qu'il va falloir aussi travailler avec Vinicius parce que Vinicius en ce moment, c'est dur, hein, les gars. Hein. C'est très très dur. Hein. Et je sais pas ce que c'est celle-là, Thomas, la slide que tu voulais nous dire. Non, c'est pas celle-là, si. C'est la dernière. C'est celle-là. Non, mais de toute façon, pour Mbappé, moi je pense qu'il est arrivé trop tard, tu vois, pour aller chercher le record de CR7 parce que tu dis 10 ans, Mbappé il a quand même déjà 25, 26 ans. Donc ça fait quand même, il faut quand même qu'il pousse ça assez loin. Je ne souhaite évidemment pas, mais passer la trentaine, quand même, tu peux avoir des petites blessures par-ci par-là et encore plus avec un calendrier comme on nous concocte maintenant depuis quelques années. Non, mais il y a plus de matchs aussi finalement par saison. C'est vrai. C'est vrai aussi. Mais j'ai du mal à y croire quand même. Mais bon, enfin, on verra bien. Mais je pense que c'est trop tôt. En tout cas, ce qui est hyper positif, c'est effectivement, vous voyez le débat, comment il a évolué. Parce que souvenez-vous quand même de nos premières émissions où c'est quand le Mbappé était au fond du trou. On se demandait est-ce qu'on va revoir est-ce qu'on va un jour voir le bon Mbappé, la bonne version de Mbappé au Real Madrid. À aujourd'hui, on se dit, bon, il va battre le record de CR7. Et est-ce que potentiellement, dans 10 ans, le mec sera devant? Donc, c'est là qu'il y a de l'évolution. Pour moi, il y a encore une problématique, c'est par rapport à son positionnement. Je trouve qu'il est encore trop. Il crée un peu trop de désordre, encore tactiquement, parce qu'il va trop dans lui et Bellingham, notamment les deux sont pas assez coordonnés, je trouve. Mais après, clairement, il y a une très bonne évolution dans le jeu. Voilà, ce week-end, il n'y a pas grand-chose à demander. Il n'y a pas beaucoup d'exigences et il plante les 2 buts qui te font gagner un match. Et ça, c'est le genre de match qui pourrait te faire gagner une Liga en fin de compte. Même si ça va être plus compliqué parce que le Barça en face a fait le taf. Donc oui, il y a de l'évolution. Après, si on va justement sur la question avec Vinicius Junior, donc par rapport à la fameuse stat, c'est Marca qui l'a sorti hier. Avec Vinicius, Mbappé a marqué 10 buts cette saison en Liga. Et sans Vinicius, Mbappé a également marqué 10 buts en Liga. Après, ce que j'ai fait, moi, à titre perso, c'est que je suis allé voir un peu le ratio parce que 10-10, bon, moi, tu dis 50-50. Au final, il est aussi efficace avec que sans Vinicius. Sauf que non, parce que cette saison, en Liga, Mbappé et Vinicius ont joué 20 matchs ensemble. Et donc, sur ces 20 matchs ensemble, Mbappé a marqué 10 buts. Mbappé a joué 6 matchs de Liga sans Vinicius Junior cette saison.
il a marqué 10 buts également. Donc le ratio, il est quand même assez clair. Mbappé marque quasiment un but et demi, 2 buts par match quand il n'y avait pas eu Vinicius sur le terrain cette saison, en Liga en tout cas. Et avec Vinicius, il marque un match sur 2 seulement. Moi, ce qui me marque dingue, dans ce duo, bon déjà, c'est le binôme qui fonctionne le moins. Si on fait le duo, par exemple, Vinicius-Rodrigo, Ça traduit ce qu'on voit. Hein. Ouais, voilà. Celui qui fonctionne le moins, c'est Mbappé-Vinicius. Ce qui me marque, c'est qu'au début de l'année, on avait un Vinicius qui était généreux, beaucoup généreux envers Mbappé. Ce n'était pas forcément le cas dans le cas inverse, c'est-à-dire que Mbappé ne donnait pas forcément beaucoup de ballons aux Brésiliens. Je trouve aujourd'hui que dans cette relation-là, Vinicius donne moins de ballons aujourd'hui à Mbappé. Il tente beaucoup plus l'exploit personnel. Limite, tu as un qui veut faire des highlights YouTube avec un but exceptionnel. Comme la dernière fois, c'était en Liga quand il dribble contre le Rayo, je crois. Quand il dribble plein de joueurs. Et ça me gêne parce que je trouve que Vinicius, il devient de plus en plus personnel. Et ils doivent vraiment travailler cette relation-là. Maintenant, est-ce qu'ils sont compatibles? Je ne sais pas. Parce qu'ils ont le ballon d'or en tête, chacun. C'est ça le problème. On a déjà parlé, de toute façon, les 4 fantastiques. Est-ce qu'on peut citer 4-5 matchs où ils ont été exceptionnels ensemble, et même au-delà des 4 fantastiques, parce que c'est toujours assez large, il y en a toujours un ou deux qui sont bons quand les autres sont pas bons. Mais Vinicius, Mbappé, est-ce qu'on peut se rappeler de 3-4 matchs où les deux, tout le match, ils ont martyrisé les défenses, où ils sont échangés des ballons de fou? Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Alors que si tu me parles, par exemple, même, je sais pas, de Brahim Mbappé, j'ai plus en tête des séquences Brahim Mbappé qui fonctionnent ou Brahim Rodrigo que Vinicius Mbappé. Et c'est quand même problématique. Et en fait, c'est symptomatique quand tu penses à l'Atlético Madrid. Les 2 matchs, aller-retour, il y a eu des phases, on a eu des contres, on a eu des. Avec les deux qui partaient, alors les deux peuvent s'attendre, l'autre il la décale, il envoie en profondeur, mais à chaque fois ça n'aboutit pas, ou des fois c'est toujours donné dans le mauvais tempo et tout, et devant la surface, il y a un excès d'individualisme de l'un des deux, à chaque fois. Et c'est problématique en fait. Et aujourd'hui, je me dis qu'à moyen terme, je pense qu'au bout d'un moment, il y en a un des deux qui devra partir. Mais parce qu'il faut. Moi, je reste persuadé qu'il nous faut un vrai numéro 9 un jour. Et donc, forcément, qui dit vrai numéro 9 dit que Kylian va aller à gauche. Et dans ce cas, il faudra faire un choix au bout d'un moment. J'en suis persuadé, on ne pourra pas avoir les deux. Je pense que 3, c'est bien. 3 joueurs talentueux, c'est bien. 4, c'est trop. Tu regardes avec l'époque Ronaldo, tu en avais 3. Tu avais Benzema, Bale, Ronaldo. Benzema était au milieu, il faisait le liant parfait entre Bale et Cristiano. Aujourd'hui, ce liant-là, on pourrait presque dire que c'est Rodrigo, le mec un peu tapis dans l'ombre comme Benzema à l'époque. Et tu avais Bale d'un côté qui avait un gros caractère et Ronaldo, mais ils étaient plutôt complémentaires quand même, notamment sur les contre-attaques que tu évoquais, Alex. Aujourd'hui, on a, on peut dire 2 liants avec Bellingham et Rodrigo qui ont de l'ego, mais ils vont beaucoup plus se sacrifier pour l'équipe que les 2 autres devant. Mais Vinicius, Mbappé, je suis persuadé qu'à un moment, même si Vinicius fait un exploit, il dribble 3 joueurs et que c'est Mbappé qui marque, à la fin, on retiendra que c'est Mbappé qui marque. Après, il y a un truc qui est super intéressant dans ce que tu dis. Et en fait, je pense qu'il faut aussi nuancer parce que je vois la BBC, tu vois, à l'époque, on se posait des questions sur la BBC et ça a été un régal dès la première saison. Copa del Rey, Ligue des Champions, football incroyable et tout. Gareth Bale, monstrueux quand il n'est pas blessé. Il nous a marqué et tout. Mais la différence, c'est que Bale, c'était un giga fan de Cristiano à l'époque. Donc, ça ne lui dérangeait pas de jouer pour lui et il ne jouait pas pour les ballons d'or. Benzema, c'était le joueur d'équipe par excellence, chose que les 3 de devant, malheureusement, à part Rodrigo peut-être plus, ne sont pas. Et donc aujourd'hui, je trouve que à l'époque, on était complémentaires et ça ne dérangeait pas de jouer pour Ronaldo. Là, il n'y en a aucun des 3 qui se dit « Ah, je veux jouer absolument pour ce mec-là », tu vois. Et à la limite, au Barça, tu avais pareil, Suarez, Neymar, Messi. Ils étaient tous fans de Messi. Donc, ça réglait la question. Là où au PSG, Mbappé, Neymar, Messi, finalement, c'est à part Messi et Neymar qui jouent ensemble, mais les deux avaient quand même pas mal baissé en niveau, Mbappé, il aimait pas trop jouer avec eux. Et inversement. Donc, c'était toujours, il y a toujours eu des problèmes, tu vois, comme ça. Et finalement, la BBC, comme la MSN, c'était l'exemple même du jeu collectif où tu joues pour un mec et les 2 autres se sacrifient un peu, quoi. Mais là, au Real, on n'a pas du tout ça. C'est un peu dommage. Le truc, surtout, à mon avis, qui explique ce que tu es en train de développer, c'est que Messi et Cristiano Ronaldo étaient dans une dimension supérieure à tous les autres. Bien sûr. Ce qui est pas le cas. Quand Mbappé arrive au Real Madrid, Vinicius est le meilleur joueur du monde. On va dire, il n'y a personne qui débat là-dessus. Personne ne se dit Mbappé, il arrive. Actuellement, sur les 2 dernières saisons, Mbappé, il est meilleur que Vinicius. Mais Mbappé, il arrive au Real Madrid. Tout de suite, il retrouve, au début, il se fait profil bas. Après, il commence à prendre un peu ses marques. On sait que médiatiquement, même s'il est arrivé
avec sportivement des performances qui n'étaient pas du tout excellentes, Mbappé, médiatiquement et encore plus en Espagne, il a une cote d'entrée qui est absolument énorme. Et après, par rapport vraiment à l'association des deux, moi, je vois deux trucs, enfin, je note deux trucs. Le premier, pour moi, il y a quand même une part de responsabilité de Carlo Ancelotti là-dedans, parce que tactiquement, c'est quand même une bouillie devant, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, tout le monde a la liberté. Et donc, à un moment donné, ça marche pas, parce qu'il faut aussi, à un moment donné, dire, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu te positionnes comme ça. Et quand tel joueur fait tel déplacement, toi, il faudrait que tu sois dans cette zone-là, ce serait pas mal. Là, il laisse faire tout le monde ce qu'ils ont envie de faire, et donc, ça donne un peu la bouillie qu'on a. Et puis après, par rapport à Vinicius, moi, je pense que c'est aussi des caractéristiques. Enfin, on parlait de Rodrigo, de Brahim Diaz. Ce sont deux joueurs qui s'associent beaucoup plus naturellement à d'autres joueurs dans le jeu de passe, de combinaison. Vinicius, surtout sur ces dernières années, le jeu du Real, c'était quoi? C'est les gars, donner le ballon à Vinicius, créer de l'espace, laisser Vinicius, si possible, en 1 contre 1 ou en 2 contre 1, et puis allez vous placer parce que Vinicius a fait la différence. Donc, pour moi, il y a quand même une bonne part de responsabilité de la part de Carlo. Et de surcroît, j'ajouterais que je trouve même plus que c'est le positionnement de Mbappé là qui gêne la connexion, dans le sens où je vois pas Mbappé aller trop marcher sur les zones de Vinicius. Il est axial maintenant. Là-dessus, il est bien. Il est parfois trop bas, mais il est plus à gauche. Il est trop bas. Il va passer à la profondeur, mais bon. Parce qu'en l'occurrence, ce qui est vrai aussi, c'est que Vinicius, très souvent, il déborde, il fait la différence. Après, il lève la tête. Et dans le paquet, dans la surface, c'est personne. C'est vrai. Et aujourd'hui, de toute façon, il va falloir trouver des solutions. Et le problème, c'est que Carlo Ancelotti, c'est pas un coach qui quadrille assez ses joueurs. Et tant que Mbappé continuera le playmaker, continuera de faire ça, je pense que il y aura du mal. Mais franchement, j'espère qu'en avril, on verra un autre Real Madrid, et notamment pour la Ligue des Champions. Moi, j'ai du mal à croire qu'on va se séparer de l'un des deux. Donc, on va dire Vinicius, puisqu'on sait que s'il y en a un qui part, ça sera plutôt le Brésilien que le Français. Tant qu'on n'aura pas testé un nouvel entraîneur. Et donc, Xabi Alonso. Moi, je pense que c'est le dernier espoir. Si Xabi Alonso ne trouve pas la solution, là, on dira, bon, ok, ça, c'est pas possible. Carlo, on a essayé. Xabi Alonso, on a essayé, ça marche pas. Mais si tu n'as pas essayé Xabi Alonso, pour moi, ça serait un petit gâchis quand même. Je ne les vois pas, moi, rester encore 5. Enfin, honnêtement, vous voyez Vinicius et Mbappé rester 4-5 ans ensemble? Ouais, moi, je sais pas. Moi, c'est pas lié aux deux, l'un ou à l'autre. C'est simplement que je pense que Vinicius, vu l'offre d'Arabie Saoudite, Vinicius, il a envie de continuer. Je pense qu'il va continuer encore. Il va refaire peut-être 2-3 saisons au Real Madrid. Et après, je pense qu'à un moment donné, les sirènes de l'Arabie Saoudite, l'offre, elle sera. En tout cas, si l'offre est toujours valable dans 2-3 ans, je pense qu'à un moment donné, il ira. Je pense aussi. Bon. On a beaucoup palpaté autour de ce match. On va parler un petit peu. On va parler quand même de la Liga, finir sur la Liga. Bon, on l'a dit, défaite de l'Atlético de Madrid hier. Le Barça qui revient donc à hauteur du Real Madrid, mais on sait qu'il y a l'avantage au goal à virage particulier. Le Barça qui a aussi encore un match de retard. Attention, face à Osasuna, pareil, on l'a évoqué potentiellement à la fin du mois. Vous sentez comment un peu l'histoire, là, votre niveau de confiance, Alex? C'est très, très compliqué. Niveau de confiance sur 10, je dirais 3, mais même pas par rapport à nous-mêmes, parce que je sais qu'on va perdre des points encore. Ça me paraît dur de faire le carton plein. C'est juste que le Barça, ils sont mieux préparés, ils ont mieux géré leur saison, leur temps fort a été impressionnant et leur temps faible, finalement, il leur a fait perdre moins de points. Il y a le 4-0 contre nous. Donc en fait, ils ont tellement un matelas solide, ils ont tellement plus de certitude que nous, que honnêtement, je les vois limite faire le triplé cette saison. Et ça m'embête de le dire ça, hein, mais il n'y a que nous qui pourrons les en empêcher. Mais en Liga, ça me paraît dur. Voilà. Ils sont sur des bases stratosphériques en termes de buts, puisqu'ils peuvent battre. Ils sont à 30 buts du record de la MSN. Aujourd'hui, ils sont à 75 buts. Le record de la MSN, c'est 105. Ah ouais, donc ouais. De mémoire. Donc, ils ont mis 4 buts dans la moitié des matchs. Ils mettent 4 buts à tout le monde. 4 buts au Real, 4 buts à l'Atlético. Mettre 4 buts au Riader, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait quand même. C'est censé être une forteresse là-bas. Non, c'est choquant. Ils ont tous leurs joueurs qui sont incroyables. Maintenant, on sait qu'ils peuvent avoir des coups de moins bien. Hein. On n'avait pas imaginé leurs coups de moins bien en novembre là. Donc je me dis que c'est pas impossible. Ils ont une fin de parcours en Liga qui est assez compliquée. De mémoire, ils ont l'Espagnol, le Real, l'Athletic Club et un autre là, Villarreal, je crois. Ouais. Villarreal. Mais bon, ça se trouve, ils peuvent être champions avant. Si le Real perd des points et qu'eux, ils ont un calendrier qui, jusqu'à la 35e journée, est plutôt facile, peut-être qu'ils seront champions avant même le Classico aussi. Hein. Le Classico, ce sera le mot d'ordre de toute façon. Il n'y a pas d'autre choix. Ouais, mais regarde, même si tu gagnes le Classico,
Ils sont quand même devant oui, toi. c'est ça. C'est ça le problème. Ouais, c'est en Qu'est-ce ce que t'en penses, sens-là. Thomas? C'est en ce sens-là que la victoire qu'ils vont chercher quand même hier, elle donne pas beaucoup confiance, quoi. S'ils font Ouais. ne serait-ce que match nul, tu dis bon bah t'es juste à un match Ouais, c'est ça. un match de finalement de prendre la tête. Là c'est plus le cas. Ils ont 2 matchs de marge, en sachant qu'ils ont le Classico à domicile. Le Classico, ils vont l'aborder avec beaucoup plus de confiance que le Real Madrid ne va l'aborder. Donc on peut pas non plus être confiant au moment d'aborder ce match. Faut pas être ou alors. Après, historiquement, on est meilleur au Camp Nou, enfin au Barça qu'à domicile. Hein. Ouais, mais quand tu viens d'en prendre 4 et 4 en 2 matchs, tu vois, tu peux pas l'aborder avec beaucoup de confiance. Donc bon, on verra bien, mais ouais, je suis un peu sceptique aussi. Après, la différence, c'est qu'on n'avait pas Asensio et Valverde derrière. Donc là, tu as Asensio Valverde derrière, déjà, ça change la donne. Hein. Ouais, et puis bon, vous qui voulez vous débarrasser, je me mets un peu dans l'eau d'Ancelotti. Si on prend dans un 3e Classico consécutif 4 buts, je pense que ça pourrait sceller l'avenir du coach italien. Et donc, in fine, de ramener un coach espagnol. De toute façon, même si on perd 1-0, j'ai envie de te dire, même si on ne gagne pas, ce sentiment d'infériorité, il est catastrophique. Non, mais t'as ne pas gagner et t'as prendre une branlée. Ouais, on est d'accord. Prendre 3 fois 4 buts contre le Barça, ça fait mal. Quand même. Hein. Ouais, c'est compliqué à défendre ton bilan après. Ouais, sur Point Roust, c'est compliqué. À moins vraiment que tu vas gagner avec des champions, il n'y a que ça qui pourrait potentiellement te sauver. Parce que côté Real, les Classicos ont moins d'importance. Je ne sais pas si c'est le mot juste, mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, sur le bilan de fin de saison, si tu prends un titre et que tu as pris 2 roustes en Classico, bah, finalement, tu vas dire bah ouais, mais on a gagné le titre. Voilà, côté Barça, c'est un peu plus sacré, on va dire. Bon, parlons de la Ligue des Champions quand même. Bon, il y a eu cette victoire face à Atlético de Madrid. Cette qualification. Cette qualification, oui, parce que défaite. Encore une défaite, mine de rien, dans la saison, ça commence à faire beaucoup. Ça fera beaucoup, surtout quand on fera le bilan complet. C'est qui votre top et flop côté Real Madrid sur la double confrontation? Vous sortez qui là en top, Thomas? Attends, alors là tu me prends de court. Alors moi, au match retour, je te dis ce que j'ai aimé, qui m'a impressionné. Donc il y a Bellingham. Bellingham m'a vraiment impressionné. Il y a Raúl Asensio a fait 2-3 interventions, notamment un tacle glissé où il était très en retard. Enfin, il était très très loin. J'ai dit jamais il va l'attraper. Il a réussi à l'attraper. Je crois qu'il s'est un sprint à quasiment 36 km/h. C'était assez fou. Et après, il y avait qui Mendy. Et ça a été. Tu m'as dit qui? Camavinga, ouais, il était pas mal. L'entrée était folle. Ouais, Camavinga était bon. Et par contre, alors je sais pas si vous en avez parlé de votre débrief, mais alors celui qui a été une honte absolue, Mendy. Il faisait que glisser, il se trompait tout le temps. Ah, c'était vu du stade, c'était une vraie plaie pour l'équipe. Ouais, je dirais Bellingham, ouais. Camavinga, Asensio. Mbappé, tu l'as pas assez vu, si tu veux. Il a un éclair qui provoque le penalty, mais tu peux pas dire que c'est un top à cause de ça. Moi, je suis d'accord avec Thomas. Raúl Asensio, pour moi, clairement taille patron. Valverde, énorme. Camavinga, très belle rentrée d'ailleurs, il m'a choqué parce que quand tu es dans ce contexte-là, avec la phase qu'il traverse, j'ai adoré son match. Après, Vinicius et Mbappé, de toute façon, ça a été. Pour revenir sur Raúl Asensio, il est pas directement impliqué sur le premier but parce que moi je le vois pas très bien. Il y a une espèce de cafouille. Donc il intervient. En fait, il intervient sur le centre, mais il se fait avoir par la déviation. Mais en fait, au tout départ, c'est lui, je crois, qui rate sa passe au tout début quand on perd le ballon. Mais après, est-ce qu'on peut dire qu'il est fautif? C'est pas plus fautif. Lui, il est dans un duel, il a dégagé un peu comme il peut. C'est plutôt à côté où tu as Mendy qui dort, qui est trop loin de son vis-à-vis, l'attaquant, celui qui centre. Rudiger, tu sais pas où il est. Il végète. Il est jamais aligné, Rudiger. Quand il sort, il déséquilibre toute la défense. À chaque fois. Puis après, tu as Valverde qui se fait devancer aussi par Gallagher. Et puis Courtois, c'est pareil. Tu peux peut-être dire il manque un peu de réactivité. Mais honnêtement, les responsabilités sont quand même très partagées. Globalement, la défense est endormie, quoi, tout simplement. C'est qu'on n'en parle pas, mais merci Courtois. Hein. Merci Courtois. Monsieur qui nous sauve 16 arrêts, c'est ça? Entre l'Atlético et Villarreal. Ouais. 16 arrêts en une semaine. Je l'ai la slide, attends. Qu'est-ce que tu veux dire? Par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est que je comprends pas, Carlo, à quel point il est capable de nous faire déjouer, et que dans le match, il n'y a rien qui change. L'Atlético, je veux bien qu'on les ait dominés le match d'avant,
et que là, ils sont chez eux. C'est à eux, voilà, de se montrer. Mais je trouve que on n'a rien, enfin, dans l'impact et tout, j'ai pas l'impression qu'on joue un derby. J'ai l'impression qu'on joue un match lambda. C'est pas normal. La comparaison avec le Barça, elle nous fait mal. Hein. Ah bah oui, bien de sûr ce point de vue, en termes d'occasions créées, etc., nous, c'était quand même le néant sur 120 minutes, ou quasiment, on va dire, alors que le Barça est capable de se créer énormément d'occasions et de mettre à mal ce bloc défensif. Après, tu as eu les 3 pénaux qu'on nous a pas donnés, entre Brahim qui se fait écraser le pied, Rodrigo au match aller, la main de Simeone qui est pas du tout en position naturelle, et les gens qui me parlent de main involontaire, parce que ça n'existe pas dans le football, ça aussi, ça me tente, tu vois. Mais, mis à part ça fait le buzz ou pas sur Twitter, la main? Bien sûr, ça fait le buzz. Les gens, ils n'arrêtaient pas de dire ouais, mais le Real, pour une fois que c'est contre vous, taisez-vous. 3 pénaltys pas sifflés. 3 pénaltys pas sifflés. Et quand on en a un, parce que Mbappé s'est enfin décidé à faire quelque chose, bon, Vinicius, il l'a mis dans les nuages. Mais au final, même en étant désavantagé et avec la joue tendue, on passe. Mais c'est vrai que faut arrêter. On ne peut pas jouer comme ça contre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Sauf s'il a envie de se prendre 5-0 aller-retour, Carlo. Quand je vois que Arsenal a encore marqué sur corner ce week-end, je crois que c'est le 60 et quelques 62e, je crois, but sur corner depuis 62, je crois. Ouais, c'est un truc de fou. En 5-6 ans, non, c'est depuis un peu plus longtemps. C'est depuis qu'ils ont recruté un préparateur dans les années 2012, je crois. Mais bon, bref, il marque beaucoup quand même depuis qu'Arteta. Les coups de pied arrêtés, les séances de penalty, tout est minutieusement travaillé. Et quand je vois qu'on prend beaucoup de buts, nous, sur corner, je me dis que ça peut être compliqué. Attention. Ouais. Ça vous fait, dans quelle mesure ça vous fait peur, Arsenal? Est-ce que vous êtes plus confiant de passer Arsenal ou en comparaison avec ce qui était avec l'Atlético? Moi, attention, c'est pas du tout que je sous-estime Arsenal, loin de là. Je pense que c'est très compliqué. Mais je sais pas, je suis plus confiant d'affronter Arsenal que l'Atlético par les caractéristiques. Parce qu'avec Arsenal, on sait qu'ils vont jouer, ils vont presser haut. Exactement. Et il y aura des espaces et puis l'Atlético nous connaît par cœur. Donc en fait, ils savent comment te bloquer. Ça fait des années que Simeone il dicte le jeu à Ancelotti parce qu'il sait comment l'empêcher de jouer. Et Arsenal ne fera jamais un match comme l'a fait l'Atlético. Donc il y aura obligatoirement des transitions comme face à Liverpool. Et je pense que le match qu'on a subi à Anfield, ça sera peut-être un peu le même du côté d'Arsenal. Hein. Arsenal, je crois que c'est la meilleure défense de Première Ligue, mais c'est vrai que c'est pas une équipe qui va jouer bloc bas. Et je sais qu'à chaque fois qu'ils ont joué bloc bas, par exemple contre Manchester City, à chaque fois ils croulaient, ils perdaient le match n'importe comment en 2 minutes et tout, et même quand ils les gagnaient et tout. Et je trouve que je suis d'accord avec vous, il y aura des espaces, il y aura de quoi s'exprimer pour nos attaquants. Et c'est vrai que leur jeu, en plus, ils n'ont pas d'attaquant de pointe. C'est Mikel Merino en ce moment qui joue en pointe. Donc il a un rôle où il va plutôt apporter du surnombre au milieu de terrain. Donc ça peut peut-être gêner nos relances et tout. Mais c'est vrai qu'on aura peut-être un peu plus de libération côté défensif et offensif. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Thomas, les coups de pied arrêtés, c'est un truc qui peut te mettre tellement dans l'os dès le début d'un match et d'une double qualification, confrontation. Je sais pas. Franchement, je suis peut-être plus confiant, comme toi, Thomas, que par rapport à l'Atlético. Parce que oui, on l'a joué combien de fois contre Arsenal? Une seule fois, c'était à l'époque de Thierry Henry. On a perdu. Et donc, il n'y a pas trop d'historique. Mais c'était la fin des Galactiques. C'était une heure terminée. Mais là, aujourd'hui, je suis plus confiant. Mais je suis comme toi, je ne suis pas non plus ultra confiant. Pour moi, c'est du 50-50. Ou alors du 51-49. C'est pas. Le retour, c'est à Madrid, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça aussi qui me fait basculer la balance à 51. Mais sinon, à voir. Après, on a gagné quand même à Anfield, on a gagné à Stamford Bridge, on a gagné à l'Etihad. On est capable, tu vois, mais à voir. Non, de toute façon, tu peux pas être hyper confiant en sachant que l'Oral ne propose rien. Vraiment pas grand-chose. Voilà, après, on sait qu'on est capable de battre n'importe qui sur une soirée où tu as Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, même Brahim Diaz qui en sortie de banc peut faire très très mal. Mais tu sais aussi que tu es très faible et que collectivement, je pense que tu es, de ce qui reste en Ligue des Champions, l'équipe qui a le moins qui est la moins fiable de ce point de vue-là, qui a le moins de garanties, qui propose le moins de. Tu sais ce qui me rassure? C'est que Arsenal, ils ont un ADN un peu à l'Atlético. C'est que. En gros, je dis pas que c'est des losers, mais ils préfèrent bien jouer et pas gagner, alors que nous, on préfère jouer comme des cochons et ramener des trophées. Deux philosophies différentes, et je pense que quand ça se confronte, alors le passé ne nous prouve pas forcément, puisque Arsenal avait remporté le duel en 2003-2004, là, je me rappelle plus. Ouais. Mais
Ça, c'était un plus autre la pression du final, hein. Bernabéu et tout ça, je sais pas comment des mecs, les jeunes d'Arsenal peuvent supporter le Bernabéu en fusion. Tu sais, quand le Real va pousser, je sais pas. Moi, je pense que le Real peut le faire, mais si le Real le fait, ça sera pas avec une victoire en Angleterre, ça se fera avec une remontada, je pense, au Bernabéu. Moi, j'aurais vraiment surtout peur du Paris Saint-Germain en demi-finale. Parce que le Paris Saint-Germain, contre Emery et Asensio, bon, je les vois pas passer à la trappe. Je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs de l'an dernier avec Dortmund. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus peur du Paris Saint-Germain que d'Arsenal aujourd'hui. Mais allons-y étape par étape, parce que tu as Tchouaméni qui n'est pas là. Je crois qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui ne sont pas là, mais dans tous les cas, ce qui est dommage, parce que Tchouaméni en ce moment, il revient à un niveau. C'est vrai qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais il revient à un niveau très très intéressant et Kama réémerge un petit peu. Donc peut-être que c'est aussi un bon espoir pour avril-mai d'avoir enfin tout le monde qui monte en même temps. Mais attention, je préfère pas m'enflammer. Ouais, bon, on l'évoquera avant le match face à Arsenal. Pour finir, je vous propose plutôt de parler un petit peu de Arda Güler, Ouais. pour qui la situation quand même en 2025 est compliquée. Sur la première partie de saison, il a eu quand même des opportunités, voilà, profitant notamment des blessures à droite et à gauche. Là, 2025, c'est compliqué. Alors, je suis pas allé voir exactement son temps de jeu, mais il vient de faire quand même 2 entrées en jeu là successivement où ça n'a pas été concluant du tout en Liga. Évidemment, je parle parce qu'il n'était pas entré face à Atletico. C'était très compliqué. Hier, en plus, samedi plutôt, il y a une petite séquence où, il y a 2 séquences catastrophiques. Il y a la première où il est excentré, il veut tirer, il tire, il envoie ça en tribune. T'as Mbappé qui râle, mais vraiment sérieusement. Bellingham aussi qui râle. Derrière, il perd un ballon au milieu de terrain. C'est pas loin de donner l'égalisation à la Villarreal. Compliqué pour lui, Thomas. Ouais, compliqué. C'est un joueur qui a toujours été attiré par le but, par les stats. Il a une bonne finition, mine de rien, ce jeune. Maintenant, on sent que c'est un gars qui est frustré parce qu'il ne joue pas, assez. Et je crois qu'il c'est que quelques minutes depuis le 5 février. Son positionnement pose problème parce que pour moi, c'est un mec qui devrait jouer dans un 4-2-3-1 derrière l'attaquant et pas sur les côtés. Et à partir de là, vu qu'il joue peu, il veut montrer. Et vu qu'il veut montrer, il prend pas les bonnes décisions, tout simplement. Donc, c'est un joueur qui a beaucoup d'ego. Malheureusement, autant j'imagine bien Hendrick rester l'an prochain au Real, être remplaçant parce qu'il a très peu joué, mais dans tout ce qu'il a proposé, ça a toujours été un joueur très collectif, sauf une fois sur une occasion où il tire de loin. Là, il s'était loupé, je crois que c'était en Ligue des Champions. Arda Güler, je l'imagine plus partir et avec une option de rachat. Un destin à la haute garde, non? Ouais, à la haute garde prêté, ouais, un peu à la haute garde qui avait beaucoup d'ego et tout ça, ouais, exactement. Surtout qu'en plus, si tu as Nico Paz qui revient, et je pense que c'est vraiment en bonne voie parce que Nico Paz, il peut vraiment apporter au-delà des Xabi Alonso compatibles et même simplement d'apporter à ce Real Madrid ce qui manque. Il faut dire aussi que l'année prochaine, tu as peut-être Modric qui a prolongé, tu as Ceballos qu'on attendait peut-être voir partir au Betis, qui a fait une remontada dans le vestiaire qui est impressionnant. Et d'ailleurs qu'aujourd'hui, on en est à espérer qu'il revienne très vite de sa blessure. C'est dire à quel point il est devenu important. Mais Arda, pour revenir sur ce qu'il a fait samedi, il y a beaucoup de gens, alors forcément, on le critique parce que d'habitude, il ne fait pas les choix, à part être très académique, il ne prend pas de risques. Là, pour le coup, ce qu'il a tenté comme frappe, mais qui était quasiment impossible dans son angle, moi, je comprends Mbappé, je comprends Jude. T'en as qui disent « Ah, mais abusez pas, Mbappé, il est souvent égoïste, il n'a pas le droit de se plaindre. » Mais là, pour le coup, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Tu gagnes 2-1, tu es ultra fatigué, tu as une occasion en or. Là, c'était le 3-1 qu'il fallait marquer. Si tu prends le 2-2 derrière, tu perds la Liga dès ce week-end. Et là, pour le coup, l'excès d'individualisme, au-delà de sa frustration, il fallait vraiment être le plus intelligent. Parce que tu es dans un angle, encore s'il était dans un angle ouvert, je te dis pas, tu tentes un enroulé, c'est pas grave. Mais le mec, il était limite, il était hyper excentré, c'est impossible de marquer là. Même un Neymar ou un Messi, il n'aurait pas marqué là. Donc, je ne comprends pas le choix quand tu as 4 joueurs devant toi qui peuvent être mis en retrait. Pour moi, pour donner un ordre d'idée, il a raté la même occasion que Correa qui ne la met pas en retrait Alvarez contre nous. La même chose. Et pour moi, aujourd'hui, c'est compliqué. Et Arda, aujourd'hui, il cherche peut-être le protagonisme, il cherche l'efficacité, mais de la mauvaise façon. Et pour moi, je ne le vois pas au Real Madrid à court terme. Et je le vois plutôt partir pour mieux revenir. Un jour, peut-être. C'est dommage parce que c'était bel et bien une saison où les jeunes pouvaient briller. Tu vois, dans le sens qu'ils pouvaient jouer 20 minutes et tout ça. Il y a des fois où on menait 2-0, 3-1 et tu pouvais les faire jouer, leur faire gagner de la confiance. Et sur ce point-là, c'est vrai que je défends beaucoup Carlo Ancelotti, mais de ce côté-là, je pense qu'il a mal géré les dossiers des jeunes. Ouais, d'accord. Oui, parce qu'on en revient au fait, voilà.
Tu dis, on dit qu'il cherche à être protagoniste, mais ouais, parce que s'il n'est pas protagoniste, il sait que sa prochaine opportunité, ce sera dans un mois. Donc, il veut prouver, il veut faire quelque chose pour avoir une autre opportunité. Donc, c'est un petit peu, malheureusement, un cercle vicieux. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a fait notre petite mi-temps habituelle. Merci Thomas, merci Alex, merci à tous d'avoir écouté ce Real Talk épisode 18. La semaine prochaine, on sera chez Thomas Alex, moi, je sais pas. Chez moi, peut-être. Ah oui, je crois que c'est chez Alex, mais il faudra vérifier. Vérifier. Bon, après, c'est la trêve. Peut-être qu'on passera celui-ci. On verra bien selon les actualités. Bref, restez branchés, abonnez-vous, mettez les notifications chez tout le monde et puis vous serez avertis du prochain épisode. Sur ce, passez une bonne semaine, prenez soin de vous, puis on se dit à très vite sur Real France. Ciao. Ciao.